Eh bien, bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui de Ethereum. Je vais vous dire pourquoi j'en achète plus et pourquoi je me garde de la liquidité de côté pour les prochains jours, parce qu'à mon avis, vous allez voir qu'on va se faire un peu secouer. Donc là, j'ai encore acheté encore plus d'Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum représente, je sais pas, quasi 50-60% même de mon portefeuille. J'ai pas calculé exactement, mais ça devient une énorme partie. Là, j'en ai acheté énormément à 2650, ce qui baisse mon prix d'achat à 3200 là, parce qu'à la base j'étais à 3300. Donc en fait, mon achat en gros m'a baissé pas mal mon prix moyen. Donc en fait, la première news déjà, on va commencer par les bonnes news, puis après je vous donnerai les mises en garde entre guillemets après. On va dire les mauvaises news qui nous attendent. On commence donc du coup par Vitalik qui annonce la mise à jour ETH qui arrive pour mars. C'est la mise à jour Pectra. Donc Pectra, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez cet article-là, si vous voulez, que je peux vous conseiller, qui est pas mal, qui explique pas mal, mais je vais vite fait vous le résumer. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la mise à jour Pectra? Alors, attendez, j'ai mis une petite note à côté, voilà. Alors, Ethereum, il a quelques problèmes. Donc, il y a trop de transactions. Donc, du coup, le réseau est extrêmement lent. Les frais sont exagérément élevés. Donc, moi, par exemple, quand j'ai acheté World Liberty Financial, j'ai acheté avec 500 balles. J'ai pu en acheter que pour 460 parce qu'en fait, j'ai payé 40 balles de frais de transaction. Donc, ce qui est absurde, en fait. Donc, à l'heure actuelle, ETH n'est pas utilisable comme un token où vous pourrez acheter votre baguette avec, par exemple. Et la sécurité et la gestion des validateurs est assez compliquée. Donc en gros, ce qui va changer avec Petra, c'est tous les EIP là, attendez. Voilà, EIP, voilà, il y en a plusieurs, là, il y en a 4 en tout. Enfin 5 exactement en fait. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que les transactions seront rapides, plus rapides et moins chères. Donc pourquoi plus rapides? Parce que déjà, par exemple, au lieu de faire deux validations à chaque transaction, par exemple, vous achetez un NFT, bah, vous allez avoir besoin de deux transactions. Alors que maintenant, ce sera plus qu'une seule. Donc déjà, ça divise par deux le nombre de volumes à exécuter, en fait, à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. Ensuite, vous avez enfin, là, c'est celui-là, en fait, le IP, EIP 7702. Donc c'est celui-là, en fait, qui simplifie les transactions pour qu'on ait à signer qu'une seule fois, avec l'abstraction de compte. Ensuite, il y a le EIP 3074. Voilà, celui-là, c'est. Donc, en gros, vous n'aurez plus qu'un seul contrat. En fait, la combinaison des deux fait que vous n'aurez plus qu'un seul contrat à la place de deux. Ensuite, vous aurez des portefeuilles beaucoup plus intelligents. Mais bon, ça, c'est du détail. Et les validateurs aussi, surtout, c'est l'EIP 7251. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. En gros, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, pour être un validateur, il fallait 32 ETH tout pile, donc pas en dessous, pas au-dessus. Sauf qu'en fait, bah, si vous aviez par exemple, je sais pas, 48 ETH, bah, vous aviez des ETH qui servaient à rien en fait. Alors que maintenant, vous allez pouvoir mettre de 32 à 2048. Donc déjà, donc le solde minimal restera toujours à 32 ETH, donc ça c'est très bien. Mais du coup, en fait, c'est que vous n'aurez pas besoin, par exemple, si je sais pas, vous avez 64 ETH, au lieu de mettre deux validateurs, bah, vous pourrez en mettre qu'un seul avec 64 ETH, avec la même récompense, voire plus. Et du coup, voilà, ça permettra de faciliter en fait et de rendre le truc beaucoup plus sécurisé. Et donc en fait, pour résumer, parce qu'on va pas s'attarder trop dessus, c'est un peu chiant, ça fait moins de frais de transaction, c'est plus rapide, c'est plus simple pour les utilisateurs, et en fait, bah, la chain est beaucoup plus efficace et efficiente en général. Donc je vous laisse lire tout ça en détail, vous verrez ça c'est. En fait, la meilleure source pour vous de trouver des sources là-dessus, enfin des infos dessus, c'est directement le Twitter de Vitalik, mais moi tout ça Enfin moi je suis pas développeur, hein, donc tous les détails avec les consensus de layers, etc. Enfin moi tout ça j'en ai un peu rien à foutre, hein. Les gars, je cherche juste à faire du fric. Euh, je vais pas m'attarder sur les détails de dev, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. On a aussi Eric Trump qui vient de dire que c'est le moment idéal pour acquérir de l'Ether, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, ils ont retiré tous leurs ETH de leur compte World Liberty Financial pour les stacker, enfin pour les préparer à les stacker. Donc ça c'est plutôt une bonne, c'est une bonne chose en fait. C'est un bon, c'est quelque chose d'assez positif, même si personnellement, enfin voilà, c'est juste Eric Trump. Pour moi, c'est pas lui qui va faire le prix de TH, et donc faut pas, voilà, faut pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant quoi.
Ensuite, ETH. Alors, le prix, où est-ce qu'il en est? Alors, vous voyez, le prix, en tout cas, franchement, on stagne bien. Ah, je vais passer en daily, je vais me mettre en 4 heures, tiens. Vous voyez que je vous avais tracé ça la semaine dernière, avant même qu'on crache, hein. Je vous en parlais lorsqu'on était là, 3200, c'est là où j'ai acheté moi principalement de l'ETH. Et je vous avais mis cette zone tampon où je me disais, ça, cette zone-là va faire tampon et va absorber la chute. Alors, il y a juste cette mèche-là que j'ai jamais anticipé, voilà, parce que je savais qu'il y avait les liquidations là, mais je pensais pas qu'on allait chercher. Les market makers ont laissé le truc free fall pour aller chercher les. Parce que normalement, en fait, on peut pas chuter comme ça normalement, sans manipulation, parce qu'en gros, les market makers sont censés bah, market maker entre guillemets le marché et coordonner les acheteurs. Mais en fait, quand ils font exprès de laisser le prix tomber comme ça, c'est pour aller chercher les liquidations. On allait chercher les liquidations et là, vous voyez qu'on est remonté exactement au-dessus de la zone tampon, presque pixel près. Donc ça, c'est plutôt good. C'est plutôt bon signe. Après, il faut vraiment qu'on tienne cette zone tampon, quoi. Par contre, les gars, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder de la liquidité. Et c'est là où je vais vous montrer quelque chose. Donc on va se mettre en weekly, tiens, hop. Et je vais vous montrer un outil que j'utilise énormément, qui est le Rainbow de Fibonacci. En gros, c'est juste un RSI avec les EMA et qui sont fusionnés de manière avec le RSI, de manière à donner un Rainbow de Fibonacci. Donc je vous montre un truc tout simplement. Regardez. Je prends le Fibonacci, je le trace, voilà, tac, ou plutôt comme ça, parce que là on l'abaisse. Voilà. Donc là, vous voyez, le 0,618-0,786, on sait très bien que c'est une zone en général de rechargement. Ok. Donc lorsque le prix vient ici, en général, c'est une bonne zone pour acheter. Inversement, si le prix va crash, donc le prix crash et rebondit, et bien cette zone-là, le 0,618 à 0,786, c'est la zone de rechargement de short. Ok. Donc cet outil-là est extrêmement pertinent, je vais vous montrer pourquoi. C'est un indicateur que j'utilise énormément. C'est pour identifier les zones de top, en fait, tout simplement. Si vous voyez, par exemple, donc là, ça c'est 0,618 à 0,786, donc comme on vient de le voir. Donc, quand le prix arrive dans cette zone de prix-là, c'est intéressant d'acheter. Je vous montre par exemple dans le passé. Donc, vous voyez, lorsque le prix était là, on était clairement enfoncé jusque tout en bas du Fibonacci. Donc ça, c'était une zone de bottom. Lorsqu'on est remonté, voilà, donc la zone de rechargement de short, et ben, on a eu un top ici. Là, pareil, on redescend, zone de rechargement. Donc là, tout ça, c'était une belle zone de rechargement à accumuler. Et à partir du moment où on a commencé à exploser, et ben, le prix, vous voyez, il est devenu vertical. Et ben, là, c'est pareil, par exemple. Là, on a un creux. Donc là, on a vu que le prix a explosé. Lorsque le prix redescend, on a la zone de rechargement. Donc ça, c'est une zone idéale à acheter. Tac. Et une fois que le prix breakout, et ben on voit que sur le Fibonacci, on va jusqu'en haut. En fait, c'est presque un RSI, mais c'est un RSI vachement plus détaillé. Parce que vous voyez, par exemple, tout ça là, c'était une zone de top. Donc là, un top là, et vous voyez, ça correspond exactement à chaque fois. Là, par exemple, on revient en zone de rechargement. Donc là, on est dans une zone qui était intéressante à acheter. Et là, bam, dès qu'on réexplose, c'était une zone de top. Là, pareil, zone de rechargement. Donc tout ça là, c'était une zone de rechargement. Réaccumulation. Et donc là, hop, vous voyez exactement, vraiment c'est vertical quoi. Et bah c'est vertical, là c'était une zone intéressante à vendre. Et là, de nouveau, on est en train de réintégrer cette zone de Fibonacci, enfin cette zone de rechargement, pardon. Donc cette zone-là est vraiment intéressante et c'est pour ça que là je commence à réaccumuler dès maintenant. Après, est-ce que ça veut dire qu'on a trouvé le bottom? Je ne pense pas et je vais vous dire maintenant pourquoi. Donc là on va aller sur le Bitcoin. Et comme je vous avais dit, on a des zones de liquidité, enfin pour ceux qui n'avaient pas regardé mes précédentes vidéos, allez voir, et ben, on a une énorme zone de liquidation qui est ici, un cluster, mais c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc pour vous montrer un autre truc aussi, si on regarde les fair value gap, et ben vous voyez qu'en weekly, on a une énorme zone de fair value gap. Je sais pas pourquoi les autres youtubeurs n'en parlent pas, c'est une dinguerie. Même le trône, il n'en parle pas trop. Il se concentre vraiment sur les fair value gap ici, là, en 91 000. Mais c'est comme si tout le monde faisait exprès d'ignorer cette zone de fair value gap qui est vectorielle en plus. Les zones de fair value gap vectorielles ont 9 fois sur 10, elles sont comblées. Donc,
Personnellement, comment est-ce que je vois le truc? Je vois bien BTC en fait consolider pendant plusieurs semaines, exactement comme ici, hein. Si vous regardez ici, on a 252 jours de consolidation. Donc si par exemple on a un scénario qui est pareil, donc je dis pas que ça va être pareil, hein, mais si on a quelque chose qui est assez similaire, hop, on va le copier, tac, et qu'on le rapporte à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et ce qui serait vraiment pas déconnant. Donc voilà, on rapporte ici, donc vous voyez, expansion, expansion, consolidation, on vient chercher la liquidation une fois, peut-être une deuxième fois, on fait un W, structure haussière, donc là, structure haussière, et hop, décollage. Expansion. À mon avis, c'est un scénario probable. Je dis pas que ça va être le cas, mais pour moi, c'est l'un des scénarios les plus probables. Si on regarde en plus l'open interest, bah, ETH, on s'est fait bien nettoyer. Donc là, je vais regarder l'open interest. Attendez, je vais vous montrer. Putain, pourquoi j'arrive pas à choper? Ah oui, voilà. Donc vous voyez, le prix là, il a bien purgé toutes les liquidations en fait possibles sur ETH. Donc là, si on regarde les liquidations, bon, là, j'avoue, c'est pas très très visible, il faudrait zoomer. Mais je sais pas si vous voyez là, mais là, on est passé de au niveau des liquidations de 31 milliards à ici là, 20 milliards. Donc en fait, on a eu presque. Je vais montrer peut-être sur voilà sur Binance, c'est plus parlant. Donc là, c'est que Binance parce que là, en fait, on a tous les exchanges. Et ben, vous voyez sur Binance, là, on est passé de 8 milliards par exemple à ici 4 milliards 900, enfin presque divisé par deux. Donc là, on a vraiment eu la purge sur ETH et principalement les altcoins. Par contre, si on va sur BTC, et ben on peut voir en fait que c'est absolument pas le cas, ça a absolument pas bougé. Là, on était à quoi? 65 milliards. D'ailleurs, c'est absolument monstrueux, hein. C'est historiquement, c'est cataclysmique. Tout ça là, c'est de l'institutionnel. On est passé de 69 milliards à 57, 56, 158 milliards. Donc en fait, à peine moins 10%. Alors que là où sur ETH, on a fait moins 50%. Donc pour moi, bah, augmenter à la hausse avec autant de leverage, bah, en fait, le leverage, c'est quelque chose, enfin, en fait, c'est du poids mort en fait sur le marché parce que si jamais, par exemple, je sais pas, il y a une institution qui a mis 1 milliard en x10, eh ben, il faudra l'équivalent de 10 milliards d'achats de spot pour couvrir juste la position, enfin, pour permettre au prix de pouvoir monter normalement. En fait, il faut 10 fois plus que l'argent que les institutionnels ont mis pour pouvoir. En fait, du coup, c'est comme si le marché était lesté en fait. Donc pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon pote, l'un des scénarios le plus probable, eh ben, c'est d'aller chercher le gap CME au moins une fois, peut-être faire un pullback, construire une nouvelle structure haussière et après repartir. Parce que moi, pour moi, repartir dès maintenant, pour moi, je le vois pas trop comme ça. Donc, si on va chercher le CME gap là, il y a de très grandes chances qu'on aille chercher euh, le TH ici, voilà, dans ces niveaux-là en fait. Donc entre 2500, enfin, entre 2700 et 2400, je dirais. Donc dans cette zone-là, en fait. Si je trace un rectangle, voilà. En fait, toute cette zone-là est à surveiller. Et après, on pourra repartir sur quelque chose de plus haussier. Donc pour moi, gardez votre liquidité. Si vous avez, moi là, je suis en train d'accumuler comme un ouf avec la nouvelle liquidité, puisque j'ai des factures clients qui sont enfin en train de tomber. Par contre, je garde bien sûr 50% de liquidité pour racheter toute cette zone-là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là. Faut juste pas se précipiter. L'un des autres tokens aussi que je suis en train d'acheter en ce moment, enfin que je veux acheter en tout cas, que j'ai dans le viseur, c'est XRP. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, bah, on est en train de rebondir exactement sur les 0,382. En général, dans un bull run, on dit que on rebondit toujours sur le 0,382 de Fibonacci. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, le prix est à surveiller aussi. J'ai pas encore commencé à acheter, mais si je vois le prix commencer à faire une structure, à construire tranquillement une structure de retournement ici et faire une structure haussière, donc pullback, puis après breakout. Donc, si je vois un breaker clair et net, donc qu'est-ce que c'est qu'un breaker? C'est genre quand vous allez chercher le plus haut le précédent plus haut d'un prix. Donc là, enfin, donc par exemple, là on a eu un haut ici. Et ben si on casse les 277 et qu'on revient et on repart, pour moi ce sera clairement un signe de changement de tendance, parce que là on est clairement dans une tendance baissière pour l'instant, hein. Là faut pas chercher. En plus de ça, c'est assez dangereux aussi. C'est pour ça que je me positionne pas là tout de suite, parce que on a quand même des FVG qui sont assez monstrueuses. Attendez, je vais les mettre. Donc là si je mets en weekly,
Je sais pas pourquoi j'ai pas les... Pourquoi ça s'affiche pas mes fair value gap? Ah, c'est là. Ok. Donc là, on voit déjà qu'on est venu chercher à combler un tout petit peu cette fair value gap, mais par contre, on a quand même un FVG vectoriel ici, là, qui est astronomique. Voilà. Je sais pas si on va le chercher maintenant ou à la fin du bull run, mais si jamais BTC va chercher ce CM gap, il n'est pas impossible qu'on revoie XRP dans cette zone-là. Enfin, au moins rebondir dessus, peut-être travailler en une seule mèche rapidement ici et remonter. Donc là, il faut être patient. De toute façon, sur la cyclicité, pour moi, le BTC, euh, il faudrait surtout le surveiller en fait, parce que regardez, les expansions haussières à chaque fois, regardez, ça commence en septembre. En septembre, on fait une mèche et on explose en décembre. Vous voyez? Donc là, pareil, on a crash ici, puis après on a explosé réellement en novembre, et voilà, décembre c'était fini. Donc pour moi, dans la cyclicité, là on a fait le pump de avril, mars-avril, on l'a déjà fait à la hausse. Là on va consolider. Peut-être l'été, on va rechercher un petit pullback là, et à partir de septembre, il faudra voir le prix, mais à mon avis, l'expansion haussière, on l'aura peut-être pas avant septembre. Voilà. Donc après, je suis pas, on n'a pas la boule de cycle de cristal, mais on essaie juste de visualiser les scénarios possibles pour identifier nos zones d'achat et potentiellement nos zones de vente. Donc voilà pour moi. J'attends de voir vos retours aussi sur ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on verra. Donc gardez bien vos liquidités sur le côté, margez bien vos positions, parce qu'un deuxième leg down, c'est pas impossible, hein, comme je vous ai dit, pour aller chercher le fair value gap. Là, pour moi, il est extrêmement menaçant. Je sais pas pourquoi les autres, ils en parlent pas. Enfin, pour moi, ça me sidère. Donc je préfère moi-même en parler. Et ce gap-là là, est à surveiller à tout prix. Gardez bien de la liquidité de côté, margez bien vos positions. Moi, personnellement, d'ailleurs, mes positions, je ne vous ai pas montré, mais j'ai réduit les leviers. Attendez, je vais vous montrer l'attaque. J'ai carrément réduit tous les leviers, voilà. J'étais en x6, donc x6 c'est toujours les positions que j'ouvre. Mais voilà, je suis passé en x2, x2, x3, x2. Donc comme ça je suis serein, on peut dormir tranquille, et on peut attendre que tout ça remonte tranquillement. Voilà, voilà. Donc prenez soin de vous, on se tient au courant, à la prochaine. Ciao, ciao.